Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal et ses invités, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Oui, Infocité donc jusqu'à midi avec deux invités aujourd'hui. On va commencer, honneur aux dames, vous permettez. En plus, c'est elle la plus haute en termes de distinction et de fonction, mais c'est déjà un monsieur qu'on entend. On va parler bonjour Sandra Mauve. Bonjour Jean-Pascal. Alors vous êtes présidente de Croire et Oser, et la voix qu'on vient d'entendre, la voix masculine, c'est celle d'Alexandre Lakencheong, secrétaire général de Croire et Oser et candidat au municipal de Saint-Denis. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal, bonjour à toutes. Alors, Croire et Oser, première question, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme on rentre dans le vif du sujet chaque semaine avec un premier quart d'heure consacré à l'actualité. Justement, un point d'actualité, Croire et Oser, c'est quoi? Un mouvement citoyen, un parti politique, un parti de jeunes, c'est quoi? Définitivement un parti politique, Jean-Pascal, parce qu'avec Alexandre et avec le bureau du parti, nous sommes allés officiellement déposer les statuts du parti à la préfecture. Nous avons tout fait dans l'ordre. Nous avons désigné des membres officiels du parti politique, à savoir un secrétaire général qui est Alexandre, une secrétaire, une trésorière, une vice-présidente et une présidente, ainsi qu'un conseil administratif. Et donc, comme vous avez bien entendu, tous les membres du bureau sont exclusivement féminins, excepté Alexandre. Bien et bon. donc, c'est un axe très important de Croire et Oser, sur lequel nous avons voulu mettre l'accent, c'est-à-dire montrer qu'un parti politique peut être féminin et aussi performant que n'importe quel autre parti politique existant. En dehors de cette recherche de performance, qu'est-ce qui fait que vous soyez exclusivement féminin, un parti exclusivement féminin? Bon, à l'exception d'Alexandre, on le rappelle depuis quelques membres, mais effectivement, dans ces décideurs, pourquoi juste des femmes? Il y a déjà des partis politiques ou des mouvements politiques féminins, non? Ou vous avez voulu être le premier? À l'heure actuelle, nous n'avons constaté aucun parti politique exclusivement féminin, et donc qui ne donnait pas une place essentielle à la femme. Et avec le bureau du parti, avec les adhérents et les militants, nous avons constaté que les femmes à La Réunion avaient une place déjà prépondérante à la maison, une place prépondérante dans le monde du travail et dans la manière de gérer les deux. Et donc pourquoi ne pas leur donner la chance de prendre justement une place aussi prépondérante dans l'univers politique, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit dans votre jingle, aussi bien que nous pouvons le dire, gérer la vie de la cité aussi bien que les hommes et avec les hommes en collaboration avec eux. Alexandre, pourquoi justement le seul garçon, le seul homme dans cette prédominance féminine? On connaît quelque part Pascal, hein, il croit que l'histoire réunionnaise, il veut que nous l'a toujours considéré comme étant un écueil peut-être de la pensée réunionnaise, la famille comme étant un espace patriarcal. Mais il ne pense pas que la famille à La Réunion a été un espace patriarcal, au contraire. La famille était purement matriarcale, c'est-à-dire avec un femme qui commande, un femme qui gère l'oikos grec, c'est-à-dire l'économie du ménage. Hein. Même si beaucoup de travail te ramène le katsu, c'est femme que tu diriges son bateau. Hein. Et bon, pour faire un petit peu d'histoire rapidement, il fait partie des grandes lignes du parti. Nous l'a constaté qu'au-delà de la crise économique que La Réunion y traverse et que le monde, a fortiori, traverse, nous connaît surtout une crise morale à La Réunion, compte tenu des conditions socio-historiques dans lesquelles nous l'a progressé, nous l'a évolué. Le premier espace de socialisation des gens à La Réunion, de Moun, c'est la famille. Nous l'a connu à la génération de mes grands-parents, le Grand Moun, comme étant une famille matriarcale, justement, c'est-à-dire des familles avec un papa et un maman, et généralement 10 enfants au bas mot. Ensuite, nous l'a progressé dans le temps, nous l'arrive à une histoire un peu plus contemporaine, on va dire les années peut-être 50-60, nous l'a passé à un mode de famille plus nucléaire, donc avec une explosion du premier espace d'intérêt économique et social, enfin de socialisation que l'était la famille matriarcale. Famille nucléaire, donc c'est papa, maman, 2 enfants maximum, avec un changement aussi dans le mode d'habitat. C'est-à-dire que nous l'a passé sur un mode d'habitat collectif, donc tour, etc., logement social. Et de plus en plus, de Casaterre à Casanléa. Voilà, de plus en plus, nous constate que le premier espace que nous vient de décrire Azot, il est en train de tomber en déliquescence, et nous observe malheureusement que de plus en plus, ces bonnes familles monoparentales que nous voit sur le devant de la scène. Prenons quelques chiffres, par exemple, sur les années 2008-2009. Ils recensent à peu près 50 et quelques mille ménages. Là-dedans, on a peut-être 70% que des familles monoparentales. 89% est tenu exclusivement par bonnes femmes.
On va y revenir justement parce que sur cette photographie, la réunion, c'est très important. Ça explique aussi très certainement, et vous me contredirez peut-être tout à l'heure, une partie de l'engagement des uns et des autres au sein de ce parti peut-être également, parce que vous avez tous, ou pratiquement tous, comme moyenne d'âge à peu près la vingtaine, 20 à 25 ans. Tout à fait. Voilà, donc les plus vieux, ils sont bordés, ils vont ailleurs. Du tout. Du tout. Non, nous avons besoin de l'expérience des plus vieux. Justement, un des axes les plus importants de Croire et Oser est le lien intergénérationnel. On peut pas faire sans les aînés, sans les anciens. C'est pas possible. Ils ont l'expérience que nous n'avons pas. Nous allons pas prétendre avoir une expérience inexistante vu que nous n'avons que la vingtaine. Et donc, je pense que non seulement il est important pour nous d'aller chercher cette expérience auprès d'eux, mais il est important pour eux de nous transmettre cette expérience-là. Et c'est par ça que le lien va se créer et c'est par ça que les constructions finalement de la vie de la cité vont se faire en fait. S'il y a une brisure entre les deux générations, entre les trois générations, comment faire pour avancer et comment faire nous à la vingtaine, un peu la vingtaine, pour transmettre nous bientôt à nos enfants à nous. Il faut avoir un minimum de respect, d'expérience transmise par les anciens. Et donc c'est pour ça que nous espérons pouvoir en fait continuer à créer ça. Alors on va revenir sur le principe de cette émission, c'est-à-dire de parler de l'actualité au cours de ce premier quart d'heure. Première actualité sur laquelle on est tombé un peu d'accord, c'est aussi les chiffres du chômage qui sont tombés. Il y a le chômage en France, mais il y a surtout le chômage à La Réunion qui nous intéresse. Et étonnamment, le chômage à La Réunion a baissé. Alors, le nombre aussi d'offres d'emploi a considérablement fondu. Mais si le chômage a baissé, il a surtout baissé chez les jeunes. À votre avis, c'est dû à quoi? Ces fameux contrats aidés, c'est ce type de contrat qu'on propose et qui effectivement aujourd'hui permet à des jeunes de trouver un emploi, même s'ils sont aujourd'hui très formés, ces jeunes, sur des contrats aidés, des contrats à l'avenir. On n'a pas exactement les chiffres, les derniers chiffres en tête, Pascal, bien voir où. Mais on a les chiffres qui datent peut-être du dernier trimestre. Hein. Donc nous là à peu près à une centaine près sur le même niveau. Et puis si la Réunion avait baissé son chômage de 10 ou 15%, on aurait ça serait senti. Voilà, on aurait connaître. Mais crois que effectivement la notion de contrat aidé n'est pas étrangère à la baisse mécanique, et m'y souligne le terme, la baisse mécanique des chiffres du chômage, et m'y invite tout de monde, autant que les gens que les présents sur le plateau, à faire attention à la science statistique, d'ailleurs peut-être pas une science exacte. Lorsque nous parlons de baisse, donc en plus à la veille des élections, de baisse du chômage, peut-être de quelques personnes, de dizaines ou de vingtaines, moi, il rappelle à moi l'époque où De Villepin et le gouvernement de droite l'avaient proposé le contrat première embauche, le CPE. On avait, à peu de choses près, la même visée. C'est-à-dire que les définitions que les retenues par le Pôle emploi ou bien par le BIT, etc., les très différentes sur le chômeur de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C, et on fait déjà un premier écrémage sur la terminologie. Un exemple simple, il faut faire très attention au référentiel quand on nous parle de chômage à La Réunion. M'y prend pour exemple le fait qu'en 2008, m'y pense que la peut-être sorte la première étude menée sur la mobilité, en termes chiffrés, elle a été faite par l'INSEE. Et lorsque nous appliquons ces indices pour définir des seuils de chômeurs ou de ceci, de cela, où tu ne prends pas en compte, par exemple, la fameuse diaspora réunionnaise, que tu es au nombre de 200 000, si on reprend les chiffres de l'INSEE à cette époque-là, que l'été installés sur le territoire hexagonal. Donc, ces chiffres-là étant pas inclus dans les moyennes locales, m'y connais pas sur quelle méthode les statisticiens aient défini autres affaires. Et de deux, pour revenir sur les contrats aidés, effectivement, m'y croit que nous reprenons les mêmes et nous jouons tout le temps. C'est-à-dire que on change finalement quoi? La dénomination, mais on garde, le fond, la forme, voilà, les effets d'annonce. Les effets d'annonce, les très bien. Nous, on a des visions toujours à très très court terme à La Réunion parce que nous l'a toujours peur de quelque chose, c'est l'explosion sociale. Et l'explosion sociale, l'est toujours corrélée aux problématiques d'emploi. Avec 60% des jeunes en 18-25 ans que n'a point accès à l'emploi. Mais au-delà de l'emploi, veut dire, avoir un travail, tant que tel. La population réunionnaise, les industrieuse et l'histoire la montre aller, ouais. Le seul problème, c'est que, au-delà des logiques de contrat synalagmatique, mais pense que avoir un emploi, c'est être en activité. C'est-à-dire que, en termes de dignité, où tu parles de vie de la cité et de participation de la vie de la cité, Pascal, un monde que l'est en situation d'activité, il a l'impression, au moins, de
participer à l'édification de la cité. De se responsabiliser. Voilà. Participer. Voilà. Ouais. Et le problème du contrat aidé, c'est que on peut pas critiquer l'outil en lui-même et son essence. Mais un peu comme le RMI en 91, on peut pas dire que la mesure en lui-même est mauvaise. C'est l'utilisation que les faites après, avec une intentionnalité derrière, qui peut peut-être être mauvaise et critiquable. Sauf qu'aujourd'hui, depuis un certain nombre d'ailleurs de gouvernements même, qui ont instauré ce genre de mesures, de contrats aidés, on sait que finalement ce sont des contrats qui durent 6 mois, renouvelables 1 an. En clair, est-ce qu'on se crée un avenir? Alors vous qui avez 25 ans, est-ce qu'on crée un avenir à quelqu'un avec ce type de contrat? Non, la seule chose qu'on crée, à mon avis, et je pense qu'Alexandre va me rejoindre, c'est de la frustration. C'est de la frustration et enfermer notre population réunionnaise dans une précarité qu'elle connaît depuis des années et des années. Et donc, si les générations qui viennent et les générations actuelles continuent à vivre dans ce genre de précarité, que va-t-il devenir de celles qui vont arriver? En fait, on n'est pas dans une ambition d'insuffler à la génération réunionnaise, à la jeunesse réunionnaise, de l'ambition professionnelle. Ah, pourtant, de l'ambition, on peut pas dire que la jeunesse en manque, puisqu'on trouve d'abord de plus en plus de jeunes maintenant qui sont forts. C'est encourager l'ambition qui manque. Ah, et c'est quoi donc encourager l'ambition? Déjà arrêter de les enfermer dans la précarité des contrats aidés, des contrats d'avenir qui finalement ne durent pas plus d'1 an. L'avenir, c'est pas un an. Les obliger à s'expatrier aussi, peut-être? Non, je pense pas que ce soit une solution. Nous avons déjà constaté les expatriations stériles. Au lieu de miser sur une jeunesse à La Réunion qui pourrait construire, qui pourrait fonder leur entreprise à La Réunion même et de ce fait créer de l'activité. Alors ce qui est terrible, c'est qu'on fait ce constat, en tout cas on le dresse depuis des années. Ça soit même avant Villepin, avant tous les contrats aidés qui ont été mis en place. Il y avait, on va pas refaire l'histoire, mais depuis les années 90, il y a eu beaucoup de contrats aidés. Ça a commencé avec les contrats CES, les emplois jeunes. Pourquoi n'arrive-t-on pas à tirer les enseignements, finalement, de ce qu'il faut bien qualifier d'un échec professionnel et social? Le problème, si nous peut causer comme ça, en tout cas le problème pour nous, et je pense que c'est un constat partagé par un bon nombre d'acteurs. À commencer par les jeunes et les bénéficiaires, parce qu'ils sont frustrés, vous l'avez dit. C'est un constat, je pense, que les partagé, Pascal, y compris par les acteurs politiques ou par les acteurs de la société civile, à savoir, nous manque de pilotage stratégique du développement de la société réunionnaise, en termes de vision. C'est-à-dire, on fait quoi? On fait du clientélisme? Et n'ayons pas peur des mots. Oui, c'est du clientélisme. Nous, de toute façon, l'un des premiers principes de Croire et Oser, que nous l'a retrouvé dans les organisations antécédentes à Croire et Oser, dans lesquelles nous l'a officié, l'a été de mettre à nous un point d'honneur à bataille contre le fait de clientélisation. Pourquoi? Tout simplement parce que la politique, au sens politicien du terme, c'est-à-dire la science de la représentation et des échéances électorales, les régies à La Réunion y existent que du fait de la tangente de clientélisation. La clientélisation est la tangente du fait politique. Dans le temps, mon monde Gramoun était simple, c'était un godet latte à 2 feuilletons, et puis, passé le temps, on l'a eu, écoute, viens, un petit contrat pour telle chose de manière. Donc, à part ça, on la change peut-être, comme on dit, les dénominations, on la change les procédés, mais le fond, il reste le même. Le fond, il reste strictement le même. À vous entendre causer avant une première pause, j'ai quand même une question à vous poser. Comment on se construit la conscience politique que vous développez aujourd'hui? Sandra avant? Comment? Il dit Sandra avant? Sandra. Oui, donc en fait, moi, c'est simple. Je pense que la conscience politique se construit de par une histoire personnelle de chaque personne. Ouais. Et donc, moi, mon histoire personnelle est faite justement de frustration. Et je pense que la frustration, c'est très difficile à gérer, arriver à un moment donné. Si à 25 ans, la frustration pour moi est difficile à gérer, imaginez quand vous avez 40 ans, 45 ans, c'est insupportable et vous la transmettez à vos enfants. Donc moi, je suis partie, j'ai vécu dans une famille monoparentale. Et j'ai été élevée par ma grand-mère et ma marraine dans une maison de 2 pièces. Et c'est pas pour autant que ma mère m'a dit, bon écoute, désolée mais tu auras le même destin que moi. Elle m'a dit non, tu as des talents intellectuels, tu as des talents artistiques, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, donc fais-en ce que tu veux. Et même si elle m'a pas poussée à aller trop loin, elle a compris que j'avais un potentiel. Et du coup, elle m'a poussée à aller plus loin que moi-même je pensais ne pas pouvoir aller en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'être excellente à l'école et j'y suis parvenue. Et la frustration est arrivée quand j'ai demandé à aller dans une classe préparatoire et j'avais eu la lettre d'acceptation. Et quand je suis arrivée à la rentrée, on m'a dit désolé, vous n'êtes pas sur la liste. Et pour quelle raison? On m'a dit qu'il y avait eu un problème technique, un problème informatique, et que je n'étais pas sur la liste. Bon. Bref, donc vous avez fait partie du bug. Oui, j'ai fait partie du bug de 2006. C'était un peu 6 ans de retard. Et j'ai postulé l'année d'après.
Et ils m'ont dit non, on n'accepte que les néo-bacheliers. Donc là, une année perdue. Voilà, une année perdue, mais bon, j'ai quand même, je me suis pas laissée aller. Je suis allée à la fac d'anglais et après ma licence, je suis partie aux États-Unis. J'ai appris à parler anglais couramment. J'ai voyagé, j'ai dépassé mon déterminisme social et je me suis pas laissée écraser par le poids d'une société injuste en fait finalement. Parce que je pense que chacun est maître de son destin et si j'ai envie de pousser plus loin, je pousse plus loin. Allez, on va voir dans quelques instants. Ma conscience politique vient de là. Voilà. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal et ses invités. Voilà, donc les invités, eh bien c'est Sandra Mauve, la présidente de Croix-Rosée, et Alexandre Lekan-Cheong, secrétaire général de Croix-Rosée, et je le rappelle, candidat au municipal de Saint-Denis. Alors on en parlera dans quelques instants de cette... on va parler peut-être de combat, de bataille pour les municipales, mais Alexandre, je reviens sur la même question que j'ai posée à Sandra sur la conscience politique. Comment on se construit une conscience politique? On n'aura point grand-chose à reprendre de ce que mon président vient de dire, si ce n'est que, effectivement, l'histoire personnelle, moi de mon côté, moi la vivre dans une famille, donc papa, maman, à la différence que papa, quand m'avait 2 ans, l'a dû expatrier pour travailler en France pendant 10 ans, et m'a été élevé en fait par 4 femmes, hein. Par mon grand-mère, par mon par ma tante, puis mon marraine, et puis mon défunt grand-père, que la transmettre à moi peut-être la ferveur et la hargne du combat et du dépassement de soi quelque part. Et m'y rajouterait juste un truc par rapport à ce que Sandra vient de dire quand il parle de l'expérience des classes préparatoires. Nous discute de ça avec Louis il n'y a pas longtemps. Vous connaissez nous insère à nous dans un système institutionnel que nous connaissons pas. Nous connaissons pas, nous, Pascal. Quand on arrive au bac de notre génération, les jeunes réussissent pour le monde par an. Parce que zot niveau social à zot, l'arrête ali avant le bac. Généralement au brevet, pour l'équivalent du moins à l'époque. Voilà, les classes de 5e, les classes de 4e. Ou apprendre à lire, au dépend que ça en a après le bac, les classes préparatoires, l'excellence, l'élite républicaine, les grandes écoles qui gravitent autour de ça. Même on a fait une classe préparatoire, Hippocagne, à le Comte de Lille. Et lorsque moi m'y fais ça, à 16-17 ans, justement, mon petit frère, il fait fin de long lit. C'est-à-dire qu'il fait la 4e meilleure prépa de France. Déjà, mon niveau, quand Sandra parle des autres de transmission, moi, l'a déjà réussi. On l'a déjà réussi parce que quand Marie-Vaut parle des déterminismes sociaux ou bien familiaux, nous est déjà en train de descendre ça sur une génération à peine. Et à partir de là, m'y rendre moins compte que c'est par l'échec que me la forge à moi mon conscience politique. Si moi l'avais cru au pacte républicain jusqu'au bout, parce qu'il avait commencé à promettre à moi des choses, et que t'es accompli à autres plus ou moins, parce que m'apprendre de dire, t'es un marmaille plutôt brillant à l'école, là, comme Sandra, et comme pas mal de marmailles qui entourent à nous, et que l'est à la Réunion. Si moi l'avais cru sans cesse à ça, et que me casse pas mon bouche, me n'aurais jamais forgé à moi cette conscience politique-là. Et puis, bien sûr, le départ sur Paris, il change tout, hein. Alors c'est terrible parce qu'à vous écouter quand même, c'est très bien que vous ayez eu envie de vous responsabiliser, mais ça montre aussi quelque part l'échec, mais l'échec d'autres qui n'ont pas réussi, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de vous intégrer dans leur parti ou dans leur mouvement, parce que vous faites partie aujourd'hui de l'élite réunionnaise et personne, je dis bien personne, n'a su capter votre attention. Pourquoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui gêne ? C'est le discours ? C'est la manière de faire des partis politiques traditionnels ? Je pense que dans Croix-Rosée, il n'y a pas une logique de hiérarchie comme il y a dans les partis traditionnels, en fait. On est un parti, finalement, qui croit en une solidarité vraiment forte et en une construction de la vie politique les uns à côté des autres et non pas les uns derrière les autres, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les partis traditionnels et Croix-Rosée. Et c'est pour ça que les partis traditionnels ne se reconnaissent pas en nous et que nous ne nous reconnaissons pas dans les partis traditionnels. Parce que, comme vous l'avez constaté avec Alexandre et avec les autres membres du parti, on a un franc-parler, on a un esprit d'analyse, on a une envie vraiment et sincère de faire bouger les choses et d'emmener tout le monde avec nous. Alors, comment vous les emmenez ? Parce que là, c'est vrai qu'à vous entendre, on serait prêt à vous suivre. Non pas à pieds et poings liés, mais ça donne à réfléchir quand même ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui le discours que vous tenez n'est pas le discours que l'on entend dans les partis traditionnels, dans les partis politiques traditionnels. On vous a découvert il y a à peu près les uns et les autres il y a à peu près 2 ans. Il y avait, c'était quoi ? C'était Jeunesse Résistance Réunionnaise. Il y avait quoi aussi ? Il y avait un autre mouvement dont faisait partie Sandra à l'époque. 3 ans de ça. 3 ans de ça.
Ça, c'était quoi? C'était les premières armes? C'était quoi? C'était la prise de conscience, le début de la prise de conscience? Ou bien c'était le début de la résistance? C'était le début d'un cadre d'expression. Voilà. Ah, Parce que la résistance a commencé depuis toujours. Depuis en fait. tout petit? Bien sûr. ouais. Donc après, on s'est rendu compte que les mouvements un peu marginaux qu'on avait montés ne faisaient pas vraiment écho dans la tête des Réunionnais parce qu'ils sont habitués à un certain schéma, et je comprends totalement en fait. On vous a même marginalisé, si on se réfère à la presse de l'époque qui vous présentait, parce que si j'ai de bonne mémoire, il y avait eu un blocage au rond-point du Chaudron, non? Par une des associations. Oui, En 2012, et si je me rappelle bien, on vous présentait presque comme des casseurs, des fouteurs de merde, mais pas des gens qui avaient envie qu'on parle de l'évolution de la société d'une autre manière. Moi, elle est très content d'entendre dit ça, Pascal. Moi, elle est vraiment très content parce que, petite rectification, faut savoir que RSKP existe déjà avant 2012. Oui. Et que RSKP l'a officié sur l'affaire Moser, l'a officié sur Bayrou, les affaires présidentielles, l'a officié sur l'enterrement colonial, donc en 2 actes, Maëla Bourdonné et puis le conseil municipal. Et puis en dernière date, on a eu Chevalier, la rivière Saint-Louis. Donc, là été qu'une anecdote, mais dirais le blocage plus monstratif du rond-point du Chaudron, parce que pour info, c'était 2 poubelles brûlées dans un parking en face du Quick. Alors, et juste précision, excusez-moi Alexandre, c'était pas le RSKP qui avait initié ce blocage en fait, c'était vraiment des membres du RSKP qui venaient soutenir des ménagères qui en avaient marre de la vie chère, tout simplement. Voilà. Et justement, Pascal, par rapport à ça, nous l'a créé quelque chose de complètement inédit. Et malheureusement, toutes les choses que l'inédit, ils demandent minimum 10 à 20 ans pour comprendre et pour être assimilé par de Mouno. C'est-à-dire que on vient d'employer le mot casseur, émeutier ou je ne sais quoi. Ah ben, on vous a présenté comme tel. On peut reprendre les coupures de presse de l'époque, c'est écrit noir sur blanc. Tout à fait. À la seule différence que, on a quelque chose que t'es jeune azote comme un zo dans la gorge, c'est que les leaders, entre guillemets, de ces mouvements-là, t'es mon marmaille diplômé. Et, la conjoncture historique l'a voulu, que nous l'a créé un espace que l'était complètement inédit. C'est-à-dire que nous l'a créé un espace que t'es réuni 2 types de jeunesse, que tous les clivages sociaux du système y opposent. C'est-à-dire un marmaille que l'est à bac+5 et qui rencontre un marmaille à bac-5 et qui finit par converger dans la somme des intérêts que ils rencontrent. Et comme on l'a très bien dit, le problème du chômage, le problème de l'expatriation, etc., il fait que un marmaille que l'est sur le campus universitaire du Moufia ou du Tampon, ou un marmaille que l'est exilé entre guillemets dans les grandes universités parisiennes, londoniennes ou américaines, réunionnais bien sûr nous parle, tout son chemin, tout son parcours de vie, il oppose Ali au marmaille du Chaudron, que l'a eu un peu moins de chance pour faire son banc d'études, au marmaille de la Palissade ou de la rivière des Galets. Et UJ2R, il a été l'occasion historique de réconcilier et surtout de créer une entente entre ce monde marmaille diplômé et ce monde marmaille moins diplômé. UJ2R, on rappelle, c'est Union de la jeunesse résistante réunionnaise. Et où ça, on a eu un très gros problème de la part de la DOXA, donc l'opinion commune, c'est que pour botter à nous en touche, il fallait trouver un peu plus que les bonnes casseurs, bonnes émeutiers. Parce que on a eu des constats théoriques que l'a été posés dans le cadre du J2R, sur lesquels t'es légitime toute l'action. On a eu des actions qui ont été menées, en l'occurrence la marche du sel, à la rencontre des marmailles décidées, à la rencontre de décideurs comme Frédéric Maillot dit. Donc nous avons rencontré les édiles politiques, nous avons rencontré les représentants du monde économique, et nous avons synthétisé les différentes revendications sporadiques de toutes les factions de l'île quelque part, au sein d'un programme, comme tu appelles ça dans le jargon, que tu es inscrit à l'île dans une temporalité, court, moyen et long terme. Et nous précise un programme économique. Et là, aujourd'hui, c'est le programme de Croire et Oser? Non, c'est pas le programme. Il a évolué? En fait, nous parle du principe que, où tu parles des organisations, est-ce que nous a fait notre main, nous a fait notre dent là-dedans? Sandra a très bien répondu à ça, c'était des espaces d'expression préalables. Mais ça aurait pu être aussi les bases d'un programme d'un parti. Oui, mais mais répondre à notre question, justement, les organisations dans lesquelles nous l'a officié, nous croient fermement en la marge de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire n'est ni plus ni moins qu'une addition d'événements factuels qui complémentarisent à un certain moment. Croire et oser la cristallisation des revendications et surtout des valeurs essentielles que tu sous-tendent à ce bonnes organisations-là. RSKP, la toujours bataille contre l'injustice. Injustice sociale, injustice identitaire, injustice politique, injustice économique. UJ2R,
l'a accentué son combat sur le volet économique, tout simplement parce que nous identifions 3 pouvoirs à La Réunion, l'économique, le politique et l'administratif. Sachant quel tapis mendiant il est, le pouvoir politique à La Réunion, si nous pouvons encore appeler ça un pouvoir politique, nous l'a dit, les simples, où trouve, où Tessor et où Dignité, et pour le coup nous les très fanoniens, fanoniens, France Fanon, séisme martiniquais, nous les très fanoniens en disant que les systèmes ou les sociétés néocoloniales, il y a broche azote que quand on trouve des solutions économiques. Et le côté politique en tant que tel n'est qu'une cerise sur le gâteau. Et m'y rappelle la dernière conférence de presse où ça nous la lance notre candidature, nous t'ai fait un hommage à Mandela. Alors justement, vous l'avez fait. En plus, cette candidature, elle a été faite le 21 décembre. 21 décembre. Pourquoi Exactement. pas le 20 décembre? Le 20 décembre, c'est quelque chose qui C'était sacré. nous veut pas choquer. Hein. C'est quelque chose de folklorique pour nous maintenant. D'accord. Et m'y pense que la majeure partie des Réunionnais qui reconnaissent Azote dans ce que nous dit va comprendre à nous. Les folkloriques parce que maintenant, ok. C'est la fête. Voilà, les jolis, les jolis de voir un Maloya danser en public, techniquement bien exécuté, rythmiquement bien respecté, très agencé, une belle mise en scène. Et après, la vraie question, c'est de dire, au 20 décembre 48, lorsque le commissaire de la République y annonce la fin de l'esclavage quelque part, les grands tenants économiques de la Réunion l'avaient déjà pensé, l'arrêt du système économique dit esclavagiste 1 an auparavant. Et c'est comme ça que Zola a commencé à amorcer le système d'engagisme pour perpétuer l'économie que Zola a fait sur les moyens de production à La Réunion. L'esclavage, c'est ni plus ni moins que ça, c'est pas qu'une histoire épidémique, c'est une histoire économique avant tout. Alors c'est étonnant parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que depuis à peu près 1 an et demi, notamment grâce aux réseaux sociaux, il y a un certain nombre de mouvements citoyens qui ont vu le jour, qui défendent aussi un certain nombre de thèses que vous défendez, dont vous parlez aussi ce soir. Qu'est-ce qui vous différencie justement de ces mouvements citoyens, vous qui êtes un parti politique, hormis qu'on joue sur la syntaxe et sur le langage? L'audace d'avoir posé les jalons idéologiques. Alors, en clair, pour nos auditeurs, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on a énormément de mouvements sociaux et citoyens qui forment Azote sous un dirac, sous une impulsion, un ras-le-bol qui cristallise à un certain moment donné des événements sociaux. Avec un risque de sans lendemain. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de ferveur publique et collective que l'a besoin de manifester. Quand Sandra t'es par là-haut, des espaces d'expression, nous avons eu besoin d'une marche cadencée de RSKP à UJ2R jusqu'à Croix-Réosé, une marche cadencée de l'expression de notre révolte et de l'expression de notre frustration quelque part. Et à un certain moment, toutes ces valeurs sur lesquelles nous l'a posé, donc injustice pour RSKP, essor et dignité économique pour UJ2R, Croix-Réosé qui reprend ces valeurs-là et qui rajoute transmission générationnelle, rupture idéologique, politique et générationnelle, et puis éthique politique, l'a eu l'audace de poser ce cadre idéologique-là en lieu et place de formations politiques traditionnelles qui rappellent même plus des sacro-saints fondements de autres partis. Mais pose la question à l'heure actuelle, Pascal, est-ce que les partis traditionnels sont encore capables de dire quelle différence pour la gauche, par exemple, nana entre la dominance socialiste et la dynamique communiste, quand on connaît qu'en 22, on a eu la séparation des deux? Mais apparemment non, parce que c'est aussi pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, en tout cas que j'ai dressé le constat qu'il n'y avait aucun parti traditionnel qui avait su vous accueillir. Voilà. C'est ça surtout le problème. Alors est-ce que aussi eux n'avaient aussi rien à transmettre alors que vous avez finalement entre guillemets tout compris, ou en tout cas compris beaucoup de choses, et aujourd'hui envie de transmettre? Moi je fais référence à quelqu'un, on en a parlé un petit peu en antenne, à Malcolm X. Moi je vous associe très fortement à la doctrine qu'avait Malcolm X de dire de toute façon on a intérêt à s'éduquer parce qu'on prépare son avenir en s'éduquant. L'éducation sert à ça. Malcolm X, vous connaissez, dans les années 50, il a prononcé un discours devant des étudiants dans une université en Angleterre et aux États-Unis, à Oxford quand il était en Angleterre, et il était établi son discours sur 3 principes: pense par vous-même, combattre par vous-même et émancipe par vous-même. C'est-à-dire que on peut pas mettre dans la main de quelqu'un d'autre ou de vie et ou de destin et vivre par procuration. Malcolm X, il était quelqu'un qui a surtout bataille au-delà de ses thèses un peu radicales, que la bataille pour la dignité d'une communauté. Donc pour l'émancipation et pour le fait d'écraser la frustration que l'a pesé sur des millions de Nord-Américains dans les années 40-50. Voilà. Donc il est évident que peut-être 60-70 ans après, un combat comme celui-là, il fait à nous écho, parce que au-delà des crises économiques, etc., nous avons une crise morale.
l'entité réunionnaise, l'homme réunionnais, comme il dit homme avec un grand H, c'est-à-dire la femme, et surtout la femme qui plus est, il fait partie d'une société qui a été nivelée par le bas. En dessous de l'homme réunionnais qui a été exploité, il avait son femme. Et Sankara de dire, en 84, au Burkina Faso, que si on veut libérer cette société-là, que l'a été nivelée par le bas, il faut que c'est le dernier élément que l'a été pesé, qui émancipe Ali. Et ça, malheureusement, on peut pas mettre dans la main d'aucun prédicateur de morale le fait d'émanciper ou même, il appartient qu'à où. Allez, on va en revenir dans quelques instants pour le dernier quart d'heure, la dernière ligne droite de cette émission, en compagnie de Sandra Mauve et d'Alexandre Lekencheong de Croire et Oser. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal. Voilà, donc c'est très animé. On a entendu Bernard nous dire chez toi. Je suis en compagnie donc pour le dernier quart d'heure d'Info Cité, en collaboration, je le rappelle, avec la web radio Run City 974, avec Sandra Mauve, présidente de Croire et Oser, et Alexandre Lekencheong, secrétaire général de Croire et Oser et candidat au municipal de Saint-Denis. Alors ce dernier quart d'heure, justement, on va en parler un peu de ces municipales. Alexandre, déjà peut-être, je le disais tout à l'heure, la moyenne d'âge Croire et Oser, 25 ans. Un parti dont les dirigeants sont essentiellement des femmes, en tout cas au niveau du conseil d'administration, le seul gars au niveau du bureau, et le seul candidat est un garçon à se présenter au municipal. Expliquez-moi ce paradoxe. Sandra. Allez, laisse mon président t'expliquer. Vu qu'en fait, comme vous l'avez dit, le bureau est exclusivement féminin. Nous nous sommes concertés et avec Croire et Oser, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est un parti où chacun est aligné à côté des autres et non pas les uns derrière les autres. Et du coup, en se concertant, on s'est rendu compte que c'était Alexandre finalement le meilleur pour aller au municipal, le meilleur en tête de liste, parce qu'il a toutes les capacités, de par ses études et de par son esprit brillant, de mener une mairie. Et voilà, tout à fait. Nous n'avons pas peur de nos ambitions. Non. Ouais. De mener une mairie. Mais en fait, ce que les gens oublient, c'est que mener une mairie, un maire, il a besoin d'une équipe. Ouais. Et donc, Alexandre est un très bon leader parce qu'il arrive non seulement à manier l'aspect technique de la mairie, mais l'aspect humain aussi. C'est-à-dire qu'il a un très grand esprit humain par rapport à l'équipe de Croire et Oser, et donc il sera exactement de la même manière avec son équipe municipale quand un jour il sera maire. Donc voilà pourquoi. Nous, on avance les meilleurs candidats et c'est Alexandre qui est arrivé le meilleur. Donc voilà, dans une logique de démocratie participative, on a voté et Alexandre arrive le premier. Alexandre, alors s'il fallait d'abord dresser un bilan, un constat de cette vie dionysienne, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans quoi? Dans une bataille, dans un combat, dans un chemin de croix? Oui, c'est vraiment une bataille. Au-delà de l'échéance électorale en tant que telle, n'a un combat, comme n'a un combat pour l'émancipation de l'entité, enfin de la personne dionysienne, parce que nous sommes sur un cadre des municipales, mais qu'au ça il est un dionysien ou un dionysien, si ce n'est ni plus qu'une composante du peuple réunionnais. Donc, t'es fallait un prisme sur lequel nous t'élance nous tasseau, et ce prisme-là l'a été les municipales de 2014. Nous fait peut-être une petite digression pour bien expliquer de Moon aussi, parce qu'on a énormément de personnes qui posent la question. À l'époque du J2R, le 4 septembre, nous passons dans une émission avec Frédéric Maillot, et nous dit, il peut répéter sur cette antenne, où trouvera pas le nom d'Alexandre Laikan sur la liste de personnes, et ne sera pas la caution morale jeune de mégalomanes décérébrés en place dans les machines politiques actuelles. Et m'y persiste et signe, oui, on n'avait aucune intention, on n'aura point l'intention de coller derrière un grand monde que les là simplement pour servir sur le dos du peuple plutôt que de servir le peuple. Donc ça veut dire clairement que votre intention, c'est d'être là au second tour. Oui, totalement. Exactement. On connaît, pose à nous la question aussi, ou de bon confrère, Pascal, l'urgence sociale et les déterminations dans lesquelles nous évoluons, ils condamnent à nous au second tour minimum. Alors, ce qui veut dire aussi, parce qu'on sait aussi que la Réunion, c'est une population jeune, plus de 60%, à moins quasiment, de 20 ans ou 25 ans. 45% facilement. Oui. C'est quoi? C'est les électeurs potentiels? Alors, ils permettent à nous aussi de tisser peut-être une perspective, même pour Croire et Oser. Et leur faire un programme sur mesure? Sur les 10-15 ans à venir. Et m'y répondre à vous. L'un des éléments théoriques
l'un des constats sur lesquels Croire et Oser là, puis Ali, c'est, nous va dire, la conjoncture démographique de la Réunion. C'est-à-dire que nous vivons sur un territoire de 2500 km², donc un territoire exigu, enclavé qui plus est, que n'a point vocation à être en Ali quand bien même le volcan il pète et que nous gagne 2 km² à peine. Et nous avons une population qui grandit de plus en plus. Dans les années 60, on a connu déjà un boom démographique, et nous va connaître ce boom démographique jusqu'aux années 2025 à peu près, où nous va effectuer ce que les grandes sociétés occidentales, l'a connu quasiment au lendemain de la deuxième révolution industrielle, une transition démographique. C'est-à-dire que sur la même superficie de territoire à Maurice, vous avez déjà 1 200 000 habitants. Donc ça rationalise déjà le rapport de densité de population. Nous va faire aller aux environs de 2025. Et mécaniquement, si les taux de natalité les conservaient en l'état, si les encourager ces taux de natalité par les politiques d'assistance à travers les prestations sociales et l'argent braguette que nous connaissons à La Réunion, nous va arriver donc à ces 1 million d'habitants en 2025 et nous aura un rajeunissement mécanique de la population. C'est-à-dire que plus de la moitié de la population en 2025 n'aura moins de 35 ans. Donc il veut dire reposer des problématiques ou des paradigmes de société, de logement, de pression foncière, de travail, d'initiative économique, de financement de la protection sociale dans les yeux d'un marmaille qui a moins de 30 ans. C'est-à-dire... Mais c'est un défi d'une ampleur monstrueuse, oui. Parce que comment proposer effectivement quelque chose de cohérent, qui ne soit pas électoraliste, qui ne soit pas clientéliste, quand on tient ce genre de discours? Vous leur proposez quoi? Pédagogie. Pédagogie, le plus grand projet politique et la plus grande révolution politique, Pascal, l'a été ni plus ni moins qu'une pédagogie collective. Répéter, répéter, répéter et répéter sur 5, 10, 15 ans. Parce que comme il dit, on peut pas attendre qu'un grand messie, moi, n'est pas le messie, moi. Alec Laïkan n'est pas le messie, même si on a mon barbe qui peut ressembler un peu, moi, n'est pas le messie. Encore, ça pousse encore un petit peu. Il faut, mais ma taille, il y a un peu, en fait. Il prend pas le temps. Ouais. Sandra Mauve n'est pas le messie non plus, comme ni Frédéric Magnot, ni personne. Nous l'est simplement peut-être des accélérateurs d'histoire qui doivent prêcher par l'exemple. C'est-à-dire que si on veut réintéresser une population abstentionniste, au-delà de l'abstentionnisme, Louis, il appelle ça le concept de désintérêt politique, de désintérêt public. Louis, c'est un des membres de Croire et Oser. Oui, exactement. Parce qu'il a été cité 2 fois au cours de cette émission, on va quand même le préciser. Donc, il parle de désintérêt politique, c'est-à-dire que de Moon, là, quelque part, même pas envie de croire, de Moon est aseptisé. C'est-à-dire que cela collé par effet Pygmalion une image sur qu'au ça il est la sphère politique, qu'au ça il est les politiciens, et qu'au ça il est la vie de la cité de la Respublica. Donc, si on veut intéresser de Moon et donne à Azot la possibilité de réapproprier à Azot l'identité citoyenne, on doit prêcher par l'exemple. Donc il faut les inciter à participer. Il faut inciter Azot à participer. Plus que des électeurs, comme vous disiez, Jean-Pascal, ce sont des décideurs qu'on a envie de voir en fait sur la route à La Réunion. Ouais. Il y a des gens qui sont capables d'analyser ce qui leur arrive et de faire une proposition pour s'en sortir. Exactement. Ou pour progresser ou pour avancer. Totalement. Donc il faut qu'ils se voient non plus dans les yeux des politiciens traditionnels, il faut qu'ils se voient dans les yeux de Croire et Oser, c'est-à-dire qu'on leur donne finalement un réintérêt justement de la politique en décidant pour eux-mêmes, en voulant y aller. Tout à l'heure on parlait de Malcolm X, on disait qu'il avait un discours justement de pédagogie qui rejoint le nôtre. Il a eu un discours aussi qui s'appelait The Ballot of the Bullet et dans lequel finalement il résume un peu ce qu'on disait, soit vous tirez une balle dans le pied, soit vous allez à l'urne et vous décidez pour vous-même. Et dire ça, c'est totalement symbolique en fait, c'est juste faire en sorte que vous êtes acteur de la vie de la cité. Tout simplement. Aujourd'hui, comment justement vous allez pouvoir motiver des acteurs de la cité ou des futurs acteurs de la cité? Vous n'êtes pas sans savoir quand même que les taux de participation aux dernières élections, c'est très très bas. Très très bas. Le grand et pourtant gagnant... l'élection municipale est certainement l'élection la plus importante démocratiquement. Oui. Oui. Le grand gagnant des élections municipales, parce que nous parlons de Saint-Denis en 2008, c'est qui? Je sais pas, dites-le-moi. Vous venez de le dire. Voilà, le grand vainqueur, c'est l'abstention. C'est l'abstention. C'est ni le candidat socialiste au second tour, ni le candidat représentant la mouvance de droite au premier tour. C'est quasiment sur 47 000 suffrages exprimés, les 45% d'abstentionnistes. Ouais. Dans le 1000 Pascal, 90% de ces 45% d'abstentionnistes n'a 18-35 ans. Ouais. Mais au-delà du fait de ne pas reconnaître Ali dans la politique, de pas comprendre que ça y trame là-dedans, parce que n'a un discours de nanti, n'a une espèce d'ésotérisme aussi que les pratiquer dans ces sphères-là. Mais le marmaille ou le jeune ou le moins jeune, mais en tant que tel, il reconnaît Puli en termes de représentation dans la classe politique actuelle. On a une confiscation de la démocratie. Si l'une des bases de la démocratie, c'est le pluralisme politique, on a une confiscation. Et vis-à-vis provocateur, c'est ce que nous dit tout le temps de Croire et Oser, on a une confiscation de la démocratie
au sens noble du terme, depuis la Troisième République, depuis la bicéphalie. Alors, et vous utilisez quand même des pratiques des partis politiques traditionnels, vous faites du terrain, vous faites du porte-à-porte, non? Comment vous faites? Bien sûr. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que bon, vous avez rencontré des gens, vous avez vu des jeunes, même des moins jeunes, puisque même si, vous l'avez dit, hein, le parti est ouvert, en tout cas, à tout le monde, quel est leur ressenti quand ils vous rencontrent, que vous leur expliquez ce que vous voulez faire, ce que vous attendez? Quel est leur ressenti? Très bien accueillis. Ils nous disent qu'on est rafraîchissant. Ouais. Nous l'est très très bien accueillis. Ouais. Tout simplement parce que croire et oser, n'est ni plus ni moins que l'étincelle qui permet à un monde que tu crois plus depuis perpète, de vouloir recroire, d'oser croire à nouveau. Est-ce qu'avec vous, ils arrivent à se projeter dans les... Parce que bon, vous avez une moyenne d'âge, je l'ai dit, de 25 ans. Donc, est-ce qu'ils arrivent à analyser, comme vous, les 25 dernières années ou les 25 premières années de leur vie et les 25 suivantes ou les 15 suivantes qui les attendent? Moi, m'y pense que oui. M'y pense que et ils attendent quoi? Nous avons tendance à croire que le citoyen lambda ou que le monde lambda à La Réunion, il est un peu, c'est avelé, ou bien qu'il veut plus réfléchir, qu'il est dans une léthargie. Quand on rencontre de monde individuellement, quand on prend le temps d'écoute à Zot, de partage avec Zot, on rend compte que de monde est très lucide sur ce qui se passe à La Réunion, sur la situation. Les juste que vous n'avez pas eu de bouffée d'oxygène que la permettre à Zot d'avoir espoir, de croire encore qu'il était possible. Et de monde, comme il dit, vous allez très lucide et très pragmatique, lorsque Zot y voit, bon, jeune, entre guillemets, Zot y fait forcément rime ça avec espoir. La majeure partie des gens, où tu parles des 25 premières années de Zot vie, quand on a 40 ans à peu près, Zot y dit, ah, mon gars, faut bien qu'à faire, les super, c'est Zot y fait. Les vraiment gens, moi, les contents. Alors, on nous a dit, généralement, c'est bonne forme qui disent à nous ça, pour une meilleure famille. On dit, ben, madame, nous les très contents, merci. Il donne à nous courage, il donne à nous la force. Il dit, moi, vous connaissez, il n'est pas grave, moi, on a 45 ans, moi, on a 50 ans, moi, les foutu, moi. Par contre, on a mon marma, il déjà? Ouais. Et il dit, dans mon marma, il lève derrière. Mais c'est terrible quand même d'entendre ce genre de constat. Ouais. Ça fait mal au cœur, parce que... C'est la réalité. Oui, c'est la réalité, mais c'est aussi quelque part faire une négation de ce qu'on peut être capable de devenir encore. Ouais. Quand nous parlons de transmission, Pascal, quelque part, c'est ça le tour de force que Croire et Oser l'a réussi, en tant qu'espace d'expression et d'action politique. C'est-à-dire que cette génération qui vient voir à nous, pourtant, comme on dit, on a 25 ans, etc., et nous rectifier, le parti, en termes de militants et d'adhérents, les constituer davantage de gens que dans la quarantaine à monter, que de marmailles plus jeunes. Donc, ce que l'est intéressant par rapport à ça, c'est que nous réactive ce lien de transmission entre les générations, parce que nous permettent, à travers Croire et Oser, nous permettent aux gens que n'a pas pu oser les 25 années précédentes, d'y croire encore. Exactement. Alors justement, vous utilisez quoi? Vous utilisez les outils générationnels, vous utilisez les réseaux sociaux, en plus des réunions sur le terrain et du porte-à-porte? On vous trouve sur Facebook. Allez, Oui. on va le citer. Oui, Oui, on bien nous trouve sûr. sur Facebook, on a un site internet aussi, croireeoser.re. Ouais. Et donc les réunionnais viennent à notre rencontre de par ces deux réseaux sociaux. Et donc on a des discussions avec eux, on va les rencontrer par ce biais-là. À l'heure d'aujourd'hui, on est près de 1000 sur le Facebook de Croire et Oser. Donc on a capitalisé pas mal sur les réseaux sociaux et les gens sont plus à l'aise de venir justement utiliser ce genre de réseaux sociaux-là. Et donc c'est grâce à ça qu'on arrive à communiquer et à se rencontrer. Alors justement, vous présentez quoi? Vous présentez le programme, vous présentez l'équipe, vous présentez les idées, comment ça se passe, comment ça se demande leur gère? avis aux gens aussi. Ouais. C'est ça, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés. Les gens, à chaque fois qu'on les voit, ils nous disent on se sent pas écoutés. Donc on leur demande d'après vous, de quoi Saint-Denis a besoin? De quoi vous avez besoin dans votre quartier? Et les gens viennent nous répondre et on discute. Alors juste la dernière minute qui nous reste, Alexandre, pourquoi le choix de Montgaillard? Comme lancement? Oui. Bon, peut-être parce que les sulés ôtés, hein. Ah, comme ça, on domine? On voit de loin arriver? Non, vous voulez comme Jules César, on vous a mettez à vous en longtemps été l'air? dominés. Non, nous les plus comme Lucrèce. Vous connaissez quoi ça, Lucrèce Teddy? Lucrèce Teddy qu'il a besoin de temps en temps d'être avec les gens pour sentir l'atmosphère que nana, pour sentir l'énergie qui dégage à lui, des flux ou de la dynamique sociale, et où il a besoin de temps en temps d'isoler là-haut, en haut de la montagne, pour prendre des décisions sages. On a pris des décisions sages le 21 décembre. Très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir Merci à vous, Pascal. Merci à vous, d'avoir Pascal. participé à cette émission. Et puis, je peux vous souhaiter une seule chose, une bonne campagne. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt et on se retrouve bien sûr pour réécouter cette émission. Oui, mais on l'écoutera aussi mardi et jeudi à la même heure, 11h15 midi. Bonne journée.
Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jean.